Les podcasts de sudinfo.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la province, Nord-Éclair et la capitale. C'est nouveau et c'est maintenant. À 65 ans, il n'est pas prêt de ranger son micro. Il fait partie de cette caste très sélecte des dinosaures de la radio. Et en ce mardi 29 septembre, Charlotte, on est honoré qu'il nous accueille dans son studio, chez lui, à Bel RTL. Moi, je dirais mieux qu'un dinosaure, un incontournable, Serge. Jusqu'à 20h. Les incontournables. Sur Bel RTL. Ça, c'est tous les samedis, 18h30. Est-ce qu'on t'appelle maître ? Est-ce qu'on doit te vouvoyer ? Non, ça c'est un gimmick, on va dire, entre nous. Et c'est, quand je dis un gimmick, ça veut dire tout simplement que, disons, je suis un dinosaure, allez d'accord, faut l'assumer. Hein, à partir du moment où on a plus de 40 ans de radio, eh bien, pour certains, on est un dinosaure. Certains disent maître parce que ça fait un peu penser aux vieux professeurs qui racontent des histoires. C'est un peu ça le style, quoi. Donc c'est plus une boutade qu'autre chose, quoi. Et puis, voilà. Serge Jonker, on lit quand même un dinosaure, c'est quand même une espèce en voie de disparition. Hein. Oui, c'est vrai, il n'y en a plus beaucoup, des Serge Jonker. C'est vrai, il n'y en a plus beaucoup. Évidemment, ça fait toujours une drôle d'impression de se voir traité entre guillemets de dinosaure. Faut pas prendre ça comme quelque chose de c'est pas une insulte. Non, pas du tout. Au contraire, c'est aussi vraisemblablement, je l'espère en tout cas, une sorte de reconnaissance de l'expérience. Comme les Georges Lang par exemple ou d'autres. Oui. Ouais. Mais alors évidemment, pourquoi ne pas arrêter je veux dire, nous on a eu la chance de faire un métier où on n'a pas travaillé sur un chantier, où on s'est pas cassé le dos pendant 35 ans. Il faut bien comprendre que ce métier, c'est notre passion. Et quand le métier et la passion se rejoignent, on n'a pas envie d'arrêter. Moi, pendant 40 ans, j'ai bourlingué un peu partout dans le monde. J'ai rencontré les artistes que j'appréciais, d'autres que je n'appréciais pas. Mais enfin, bon, ça fait partie du job. Et c'est aussi une sorte de rite de passage. Moi, je dis toujours, quand on fait de la radio et qu'on essaie de faire partager sa passion, on est dans le rôle d'un passeur. On n'est pas des acteurs du business, du show business, etc. Non, on n'est pas des acteurs, on est des passeurs. Entre qui ? Eh bien, entre l'artiste et les auditeurs. C'est ça la notion de passeur. Si, par exemple, on dit... Écoutez une fois, redécouvrir une fois Lou Reed ou redécouvrir une fois Supertramp. Il faut le faire avec suffisamment de conviction pour que la personne qui vous écoute dise tiens, il a peut-être raison, je vais peut-être une fois écouter. Ah ben ça tombe bien, je suis d'accord ou bien je ne suis pas d'accord. Donc pour moi, c'est ça le BABA du métier. Nous sommes des passeurs et pas des acteurs. Et 40 ans de radio, tu le disais, ouais. Et 30 ans l'année prochaine dans cette maison-ci à Bel RTL, c'est quand même une histoire d'une vie, ça quand même. Hein. Ben oui, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. C'est assez amusant parce que au départ, la musique ça a toujours fait partie de ma vie, mais au départ je ne me destinais pas à être un musicien. Mes parents, ma mère était concertiste, etc. Donc moi, je suis rentré dans la musique par la musique classique en fait. Mon père, c'était un fou de jazz, et donc entre les deux, eh bien, mon cœur a toujours balancé. Et donc finalement, j'ai joué de la clarinette, et puis j'ai trouvé que la guitare, c'était quand même un peu plus sympa pour séduire les filles. Et donc, au début des années 70, je faisais ça en dilettante. Puis on a eu, comme beaucoup de gens de ma génération, on écoutait la radio, on écoutait Jean-Bernard Hébé, Poste Restant, RTL, Georges Lang, La Nuit, et... on a fait notre éducation comme ça. Et donc, on a eu des petits groupes, on a joué un peu à droite et à gauche, etc. Et puis, les circonstances de la vie font que parfois, si on veut aller plus loin, il faut répéter, il faut travailler, parce qu'il n'y a pas de secret. La science infuse ne vous tombe pas du ciel. D'accord, il y a des gens et des musiciens extrêmement doués, mais il y a derrière tout ça beaucoup de travail. Alors, Bel RTL, c'était début des années 90. Avant, rappelle-nous un petit peu, c'était quoi ton parcours ? Moi, mon parcours, pendant 8 ans, j'étais enseignant. Et puis après, il y a eu l'explosion des radios libres, ce qu'on appelait les radios libres à l'époque. Il y avait FM 56 à Liège, il y avait FM Namur, et à Charleroi, c'était Radio Métropole. Et donc, on a commencé à se lancer dans cette aventure. C'était assez... on va dire assez épique parce que c'était pas légal. On était des radios un peu pirates. On était poursuivis par les instances qui saisissaient les émetteurs, etc. Bon, c'était comme une période un peu rock'n'roll. Quand on raconte ça aujourd'hui à des jeunes qui se lancent dans la radio, pour eux, c'est tout à fait, c'est un autre monde et c'était un autre temps aussi. Et puis alors donc de Radio Métropole, les radios privées se sont groupées ensemble.
Et puis la régie d'RTL est arrivée, puisque c'était au début des années 80. Et pendant les années 80, les radios dites libres étaient beaucoup plus écoutées que les radios du service public. Et ça a donné aussi un coup de fouet aux radios du service public. Et donc, à partir de la fin des années 80, est arrivée l'idée de créer une association de radio et puis de faire une version belge de RTL. Et c'est à ce moment-là que RTL m'a appelé et on a travaillé là-dessus pour lancer donc le 2 septembre 1991 la version belge de RTL qui est donc maintenant Bell, RTL Bell pour Belgique tout simplement. Et donc là l'année prochaine on va célébrer tes 30 ans sur Bell, sur une radio privée. T'as jamais été un peu titillé ou t'as jamais un peu flirté avec les radios publiques? Elles sont pas venues te dire allez Serge viens chez nous? Si. Et t'as toujours dit non, pourquoi? J'ai toujours dit non oui et non, c'est-à-dire que j'ai été souvent appelé ou j'ai eu parfois des réunions, des discussions tout à fait informelles. Et c'est vrai qu'on a souvent voulu m'agripper dans le service public. Bon, ok, en même temps c'est gratifiant. Ouais, c'est flatteur, puis en même temps, moi je suis quelqu'un de fidèle. Je me suis toujours bien épanoui dans cette maison. Et donc j'aurais beaucoup de difficultés à dire maintenant salut, au revoir. Non, voilà. Moi c'est comme ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait, il y en a d'autres qui ont sauté le pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, du service public au privé, du privé au service public. Et aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus, on va dire, accepter qu'il y a 25 ou 30 ans. Il fallait choisir son camp il y a 25 ou 30 ans. Celui qui partait à un moment, c'était assez mal vu. Et donc aujourd'hui, les choses sont un peu plus, on va dire, assouplies, un peu à l'instar du marché français. En France, ça change tout le temps. Ça passe du privé au public. En radio, c'est la même chose. Les mercatos aujourd'hui sont tout à fait différents de ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Tu vois une grosse différence aujourd'hui, toi, entre les radios publiques et les radios privées par rapport à justement avant, il y a 30 ans? Mais je crois que la différence qu'il y avait il y a 30 ans, c'est un peu, je vais dire, aminci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des radios de service public qui fonctionnent, entre guillemets, comme des radios privées. Mais il faut dire que l'arrivée de la publicité a changé la donne. Et il y a des radios musicales qui font exactement le même travail que certaines radios privées. C'est surtout, je dirais, pour les radios plus jeunes et musicales. Maintenant, les radios, quand on parle de service public, on parle d'information, le sérieux du service public, etc., qui a sa raison d'être. Et là, on a une vraie différence dans l'approche de l'information, etc. Mais sur le fond, les radios dites privées n'ont pas été copiés par le service public, mais ces types-là de radios se sont rapprochés. Oui. La preuve, c'est que quand on écoute aujourd'hui les radios musicales, il y a 30 ans, quand vous mettiez votre autoradio, vous écoutiez la radio, 9 fois sur 10, vous saviez dire sur quelle radio vous étiez. Aujourd'hui, on entend un titre de Daniel Balavoine, eh bien ça peut être Vivacité, Nostalgie, Bell RTL, Classique 21... Et même Radio Contact. Et même Radio Contact. C'est-à-dire que les playlists se sont terriblement raccourcies et chacun puise au même pot commun. Je vais dire, les Gold, on ne les inventera pas. Ils ont fait leur vie, ils ont fait leur carrière. Et aujourd'hui, eh bien, tout le monde court après une programmation très sûre, qui rassure. Donc, résultat des courses, eh bien, dans le répertoire de Balavoine, eh bien, il n'y a pas 350 tubes, il y en a 10, 12. Et c'est toujours les mêmes qu'on entend. Alors, je ne vous dis pas quand quelqu'un a eu ce qu'on appelle un one hit, un tube, alors là vous l'entendez, mais alors tout le temps. C'est pas un peu triste ça, Serge, justement, ces playlists qui se raccourcissent, toi qui es un amoureux, qui est un mélomane, c'est quand même triste. Oui, c'est triste dans la mesure où la diversité n'existe pas. Je ne vais pas dire si elle existe toujours, mais c'est un peu triste pour celui qui a envie de découvrir des choses. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent là on n'est pas là pour faire découvrir des choses, on est là pour rassurer, je disais. Et donc il faut que l'auditeur se retrouve dans un environnement qu'il connaît. C'est rassurant. Maintenant, la donne aussi a changé à cause d'Internet et à cause du streaming. Aujourd'hui, il y a des sites, Spotify et compagnie, qui vous dressent vos playlists en fonction de vos goûts. À la limite, je vais dire, ce sont des logiciels et des algorithmes qui font le travail des radios, en fait. C'est exactement ça. Et donc, ça a changé et ça a donné aussi le goût, parce que la musique est devenue nomade, eh bien, ça a donné aussi le goût d'aller voir un peu ailleurs, de découvrir des choses grâce à Internet. On a tiré
à boulet rouge sur Internet. Moi, je dis plutôt que Internet, si on l'utilise convenablement, un mélomane peut s'y retrouver, il peut faire des découvertes, il peut partager aussi ses découvertes, ce que les radios ne font malheureusement plus. Donc, c'est quand même quelque chose qui a changé complètement la donne, comme la consommation de musique a changé aujourd'hui. Avant, moi, j'appartiens à une génération où la musique, on l'achetait. On aimait posséder l'objet. C'était le vinyle, puis ça a été le CD, etc. Bon, le CD, ça va complètement disparaître. Ouais. Mais pour mieux revenir, non, Serge, comme on fait avec le vinyle, non? Oui, alors ça, ce serait bien, non? Oui, ce serait. On a pas mal de cartons à la maison. Hein. Oui, on a pas mal de cartons à la maison. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à une génération, voire 2 générations de consommateurs de musique qui n'ont pas envie de posséder la musique. Ils la louent. Sur Spotify, sur les sites de streaming qu'on fait repli, cette musique ne vous appartient pas. Vous la louez et vous l'écoutez comme vous voulez, selon le type d'abonnement. On loue la musique, on ne l'achète plus. C'est pour ça que le support physique a, on va dire, un peu disparu. Alors après, maintenant, on dit, le vinyle revient. Bon, pourquoi le vinyle revient? Bon, quand on part de zéro, c'est facile de dire qu'il y a une explosion du vinyle. Je signale quand même que le pic de la production mondiale de vinyle, c'est 1979. À partir de 1979, l'industrie a dit, on va mettre au point, Sony et Philips mettent au point le CD. Ce CD, donc, l'objectif avoué est de remplacer le vinyle. Mais avant de remplacer définitivement le vinyle, il faut quand même écouler ses stocks. Voilà. Ouais. Donc, résultat des courses, à partir de 1985, on a arrêté la production donc, de vinyle. Donc, il n'y avait plus de vinyle. Si on mettait encore des vinyles, eh bien, ces vinyles étaient donc, d'ailleurs, des vinyles qui étaient fabriqués pas avec les mêmes ingrédients que le vinyle des années 60 et 70. Et ce vinyle-là, au fil des années, est devenu un objet de luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort un CD. On sort par exemple, U2 sort un album, sort un CD, on va le sortir en coffret, on va le sortir en vinyle et on va le vendre 3 fois plus cher. Ouais. Regardez le prix des vinyles 180 grammes, mais c'est un bel objet. Et il y a toute une génération qui est prête à mettre entre 25 et 30 euros pour un beau vinyle. Et on rachète des vieilles platines. Il suffit de voir les magasins d'occasion des vieux amplis, les Marantz, les Pioneers, j'en passe, et les meilleurs. Et c'est un autre cérémonial. Et c'est la culture vintage. Et c'est la même chose pour les bouquins. C'est la même chose pour tout ce qui a trait à nos 20 ans, parce qu'on a toujours la nostalgie de nos 15-20 ans, parce qu'entre 15 et 20 ans, c'est là que se fixent nos choix artistiques. Je bois les paroles de Serge. Ton actualité, c'est aussi le samedi, donc on l'a dit, à 18h30, les incontournables. Parle-nous un tout petit peu du concept de cette émission. Qu'est-ce qu'on y retrouve le samedi soir? Alors, les incontournables, c'est un peu la suite donc, de Club Musique qui a existé pendant une bonne quinzaine d'années. On reste dans la même galaxie, c'est-à-dire qu'on met le focus sur un artiste, mais on met aussi le focus sur les incontournables. C'est quoi un incontournable dans la musique? Un incontournable dans la musique, c'est Paul McCartney, c'est les Rolling Stones, c'est ceux qui ont fait l'histoire de la musique. Mais ces incontournables, on reçoit aussi des artistes qui, à leur façon, sont incontournables. Quand je dis que Julien Doré est devenu un incontournable de la chanson française en 12 ans de carrière, eh bien, ça se justifie aussi dans l'émission. Et le troisième volet incontournable, c'est quels sont les artistes incontournables pour Julien Doré. Donc Julien Doré, il va vous parler de Christophe, il va vous parler de Francis Cabrel, Nicolas Michaud va vous parler des Beatles, il va vous parler de Lou Reed, du Velvet Underground, j'en passe et des meilleurs. Et c'est un mix en fait de tout ça qui font que cette émission s'appelle Les Incontournables sur Bel RTL. Donc c'est assez large parce qu'il y a 3 portes d'entrée. Les artistes incontournables, l'invité incontournable et les incontournables intemporels, que ce soit les Supertramp, U2, les Rolling Stones, j'en passe et des meilleurs, quoi. Donc voilà. L'année dernière, lors de la saison passée, il y avait aussi Maître Serge en semaine. Cette émission-là, elle est terminée. Comment ça existe toujours. Ça dans l'émission de Dorothée en capsule, mais plus sur une émission. Voilà, exactement. Voilà. Donc ici, on a un peu splitté l'affaire pour avoir chaque fois un petit éclairage sur une chanson que l'on connaît ou que l'on croit connaître. Par exemple... quand je prenez une chanson comme California Dreaming des Mamas and Papas, par exemple, quand vous entendez ça, vous dites « Ah, mais ça, c'est le son de la Californie, c'est extraordinaire. » Évidemment, le California Dreaming. Le seul problème, c'est que cette chanson, elle a été composée en hiver et à New York. Donc, ça n'a rien à voir. Pour vous dire que parfois, on est un peu... on se fait parfois des idées qui ne correspondent pas à la réalité. Ouais. Maintenant, bon, ça ne va pas changer le monde. Hein. Si je vous dis que cette chanson a été composée à New York, ben, vous, si vous avez envie de penser à la Californie, aux palmiers, en entendant cette chanson, ben c'est tant mieux.
mieux, parce que c'était l'hymne californien par excellence. Pendant toutes tes années ici à Bel RTL, donc 30 ans, tu en as vu défiler des animateurs, des nouveaux animateurs. Toi, tu as toujours été là. Oui. Il y en a qui t'ont impressionné, il y en a dont le parcours t'impressionne aujourd'hui. Oh là là. Ils peuvent ne plus être ici au sein de la station, ils peuvent être ailleurs. Que tu as vu grandir. Ah, ceux qu'on a vu grandir. C'est marrant parce que moi, j'appartiens à une génération, quand on a commencé à faire la radio, on a fait toutes les conneries possibles et inimaginables, mais en direct. On a fait toutes les bêtises possibles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand on engage quelqu'un, un nouvel animateur, on veut qu'il soit bien tout de suite. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de trouver de nouvelles voix. Alors, c'est pour ça qu'on parlait du mercato. On va débaucher quelqu'un dans une autre radio qui a envie de changer de crèmerie, etc. Ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, on a presque envie de dire que si on entend quelqu'un sur les petites radios locales, il ne faut pas snober ça, parce que là-dedans, il y a peut-être des gens qui demain qui seront les voix de demain. Et ils apprennent le métier sur le tas. Et ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'on veut des résultats tout de suite. On donne des émissions, en plus sur Bel RTL, il n'y a pas des émissions purement musicales, hormis le soir. Mais donc ce sont des émissions à contenu, donc il faut quand même avoir un certain bagage, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir mener un débat, il faut savoir parler aux auditeurs. C'est pas évident. Tout ça s'apprend. Et c'est pour ça que les petits jeunes aujourd'hui, on leur dit tout simplement, continuez à apprendre, faites votre truc, et on se revoit dans quelques années. C'est ce que j'ai fait avec Jean-Michel Zeka, par exemple. Jean-Michel, il était sur une radio dans la région de Charleroi, puis il est venu sur Métropole. Métropole est devenu SIS, puis Série FM. Et puis alors après, il est allé sur le Morning d'énergie. Et là, on l'a fait venir à Bel RTL. Mais on a attendu un tout petit peu qu'il soit un peu plus aguerri, puis il a fait tout de suite la télé, etc. Quelqu'un aussi qui a bien grandi, je trouve... c'est Michael Pachen, par exemple. Ah oui. Michael, qui lui nous avait vraiment scotché, parce qu'à l'époque, on avait instauré sur Bel RTL, justement pour essayer de trouver de nouveaux talents, on avait créé une émission qui s'appelait Radio Académie. Et Radio Académie, on demandait à des gens qui avaient envie de faire de la radio, de nous envoyer des petites démos, etc. Et on sélectionnait ceux qui nous paraissaient intéressants. On les faisait venir en direct, donc tous les samedis après-midi de l'été. Et là, on leur demandait d'animer pendant un quart d'heure Bel RTL. Oui. Alors, on a eu des catastrophes, mais on a eu aussi des choses assez impressionnantes. Et Mickaël, c'est un des gagnants, justement, de cette Radio Académie. Ce serait bien de remettre ça sur antenne. Ah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et alors, il y a aussi dans les animatrices qui ont fait énormément de progrès. Je prends une Sandrine Cormand, par exemple. Oui. Sandrine, au début, je ne vais pas dire que c'était la catastrophe annoncée. Non, mais on le note. Non, mais voilà. On lui dira. Non, mais en plus, Sandrine, elle est de la région de Liège. Oui. Elle avait un accent, c'était, je ne vais pas dire épouvantable, je n'ai rien contre les Liégeois, bien évidemment. Mais à la radio, parfois, c'était bon. Elle a suivi des cours d'orthophonie. Pour essayer de gommer ça. Elle a travaillé comme une dingue, et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Quand vous l'entendez, aujourd'hui, elle a bien mûri, elle est devenue quelqu'un d'incontournable à la radio, dans les voix féminines, par exemple. Donc il y en a d'autres. Il y en a même justement, dans les autres voix féminines, dans cette émission Showbiz de sudinfo.be, il y a une personnalité qui récemment, dans cette émission, t'a lancé des fleurs. Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu nous écoutes? Non, mais vous me l'apprenez. Mais Ah bon, écoute alors. Et il y a aussi Serge Jankers qui m'a frappé, qui lui, je ne pense pas, par énergie, qui est aussi un dinosaure de la radio, qu'on peut encore entendre aujourd'hui, que j'adore et que j'embrasse énormément. 40 ans d'antenne. C'est énorme, mais il est incroyable. Et lui, il m'a dit un jour un truc. Il m'a dit, ma petite, si t'as rien à dire, tu demandes qu'on passe un disque. Et là, ça ira mieux, parce que parler pour ne rien dire, il n'y a rien de pire. Et il s'est barré dans le couloir. Et je dis, merci Serge. Et j'ai trouvé ça tellement génial, parce que c'est tellement vrai. Tu t'en souviens ? Oui, tout à fait. Oui, parce que Julie aussi, au départ, elle a appris aussi le BABA. Elle a fait un très très beau parcours.
Et c'est vrai que c'est amusant parce que quand vous avez une nouvelle voix, un nouvel animateur, bon, il faut le suivre, il faut un peu les coller. Et quand on voit que les conseils que vous donnez, portent leurs fruits, vous dites tiens, on s'est peut-être pas trompé. Ça fait plaisir aussi. C'est quelque chose qui fonctionne donc dans les deux sens, quoi. Donc voilà. Tu parlais des collages, justement. Ces voix féminines, parfois on entend, peut-être à tort, que les voix féminines, c'est plus difficile à trouver en radio. Tu en penses quoi, toi, sincèrement ? Je ne sais pas si c'est plus difficile. En tout cas, on accroche plus vite une voix féminine qu'une voix masculine, je trouve. Mais ça, c'est un avis tout à fait personnel. Parce qu'une voix féminine en radio, elle doit être posée, elle doit être presque sensuelle à la limite, sans trop exagérer, parce qu'il y a des voix féminines qui sont trop haut perchées. Et ça, je vais dire, après 20 minutes, ça devient insupportable. Oui, Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut un équilibre sonore entre le programme, la musique notamment, et la voix. Si la voix est trop criarde, la voix prend... Et alors là, ça devient... je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est peut-être pour ça qu'une voix féminine est peut-être plus difficile à trouver, sans doute. Toi, tes références, Serge, en matière de radio, c'est quoi ? Moi, je l'ai dit toujours, je l'ai dit tout à l'heure, moi, celui qui m'a donné envie de faire de la radio, pour moi, la référence absolue, c'est Jean-Bernard Hébé. Dans ce poste restante, dans les années 70, à partir de 1970, c'est quelqu'un qui, tous les soirs, de 19h30 à minuit, avait donc une émission qui s'appelait Poste Restante, dans laquelle il avait des invités. Il passait la musique qu'on aimait bien, évidemment. Moi, j'ai appris plein de choses avec Jean-Bernard. Les débuts de Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young, Colosseum, Free, Cream. Il racontait aussi des histoires, etc. En fait, ce mec-là était vraiment, vraiment mon modèle, quoi, vraiment. L'évolution de la radio, Serge, elle a beaucoup évolué là, même depuis 30 ans. Parlons juste de la maison qu'on connaît là où on est aujourd'hui. Tu la vois comment ? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'adresses différemment aux auditeurs aussi ? Est-ce que c'est ça la différence principale ? Le langage a évolué, le langage a changé. Nos éditeurs sont aujourd'hui des auditeurs nomades, puisque les techniques donc, de consommation ont complètement changé. Vous pouvez zapper quand vous voulez. Vous pouvez écouter votre radio favorite en vous baladant dans le bois de la Cambre. Voilà. Donc moi, c'est une période. Moi, quand on a commencé la radio, c'était les balbutiements du Walkman. C'était la musique et la diffusion commençaient à un peu s'éparpiller. Ce n'était plus un poste fixe où on se remettait là, parce que c'est une image complètement obsolète. La consommation de la radio dans les années 50, avec toute la famille qui écoute la radio, ça n'existe plus aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Et l'évolution de Bel RTL, donc forcément tu as connu Bel RTL largement leader avec plus de 20% de part de marché entre 2000 et 2010. Bel RTL avait 22%, alors que sur la seconde marche du podium, le second était qu'à 15%. Aujourd'hui, évidemment, le paysage n'est plus du tout celui-là. C'est quoi ton regard par rapport à cette évolution ? C'est vrai que le paysage a terriblement changé. C'est valable pour la télévision. Évidemment, aussi, évidemment. Et donc, j'ai dit, les gens ne sont plus fidèles comme avant. Avant, on était fidèle à un poste. Aujourd'hui, on peut être fidèle à 3, 4, 5 postes. Et c'est par vague. C'est-à-dire qu'ici, pour le moment, on est dans une vague où les radios dites musicales fonctionnent bien. Par rapport à d'autres vagues où c'était les radios dites généralistes, plus axées sur l'info. Je vous fais une anecdote. Donc, quand on a commencé la radio, Bel RTL a mis 10 ans avant d'être numéro 1 dans les sondages. Il a fallu du temps, il a fallu installer, etc., etc., etc. Le jour où on est passé devant, c'est après l'affaire du trou. Parce que c'est un truc qui a secoué le pays, etc. Et là, l'info est devenue référente chez nous. Elle l'est toujours, mais d'une autre façon. Et je crois que c'est une évolution qui va continuer parce que aujourd'hui, l'info, on n'attend pas l'info à la radio, c'est instantané. La télévision, c'est un peu plus lourd, mais il y a des télévisions maintenant avec de l'info continue. Et puis, vous avez votre GSM. Sur votre smartphone, si vous regardez pas la télé, vous n'écoutez pas la radio, vous allez sur le site des médias concernés, vous avez toutes les infos que vous voulez. Donc ça aussi, ça a complètement chamboulé. Alors, où sera-t-on dans 10 ans ? Ça, on n'en sait rien.
La FM n'existera sans doute plus. On sera dans le DAB. Et là, la compétition sera encore plus compliquée parce que grâce au DAB, il y aura plus de radios. Et donc, ça va encore, disons, élargir la palette. Mais là, ce sont des décisions politiques, des décisions industrielles. On n'y est pas encore. Mais c'est quelque chose vers lequel on va aller de toute façon. Hein, le digital, on voit ça dans tous les domaines de la vie aujourd'hui. Le digital nous est, je ne vais pas dire imposé, mais on est mis quasiment devant le fait accompli. Si vous n'avez pas le private banking, vous êtes un extraterrestre. Oui, mais c'est vrai en plus. Hein, donc, comment vous n'avez pas ça, si vous dites aujourd'hui, moi, j'ai pas d'email, on vous regarde comme si vous sortiez de la planète Jupiter. Donc, quand je dis que ça nous est imposé, c'est peut-être un mot un peu fort, mais l'évolution de la société va vers ça. Alors, est-ce un bien, est-ce un mal? Ça, c'est difficile de répondre à ce genre de questions. Mais pour revenir à la radio, moi, je crois que la radio aura toujours sa fonction première qui est d'accompagner dans toutes les situations de la vie les auditeurs qui ont choisi de nous écouter. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter la radio partout et n'importe où. Moi, je vais m'adresser à nouveau au mélomane que tu es, Serge. Si je te demande comme ça, à chaud, et c'est promis, c'était pas préparé du tout, 5 albums incontournables. Mais s'il te plaît, tu nous en prends, on évite la période, on va dire à partir de 91, quand Bel RTL naît. Depuis 91 jusqu'à nos jours. Oui, parce que dans les albums incontournables, souvent... Je sais que tu allais me dire sûrement un Beatles. Non, même pas. Mais souvent, avant de répondre, quand il y a des revues, il y a des bouquins qui sortent, les 1000 albums qu'il faut avoir écoutés, les 100 meilleurs disques de l'histoire, etc. Ça, c'est quelque chose qui est toujours extrêmement subjectif. Oui. 1. 2... 9 fois sur 10, si on vous dit les 500 plus grands albums de l'histoire, là-dedans, vous avez les 3/4 qui sont avant 1975. Oui. Et souvent du rock. Voilà. Et on a souvent l'impression que, entre un Beach Boys et un Beatles, on va mettre un Arcade Fire, comme ça fera bien, et on va mettre un Coldplay, etc. Ça n'a rien à voir. En quoi Coldplay est meilleur que les Beach Boys? En quoi Aftermath des Rolling Stones est un meilleur album qu'Amy Winehouse? Ça n'a aucun sens, ces trucs. Donc voilà. Alors maintenant, s'il fallait trouver 5 albums... Mais vraiment pour toi, dans ton cœur de mélomane. 5 albums depuis 91. Depuis 91. Et va dans tous les genres, Serge. Oui, mais dans tous les genres. Fais-nous un en chanson française, par exemple. En chanson française, c'est l'album de Souchon, c'est déjà ça. Avec Foule Sentimentale. Et ça, c'est un très, très grand disque. Avec Foule Sentimentale, évidemment, qui, pour la petite histoire, n'a pas été écrit avec Laurent Voulzy. C'est un des plus grands tubes d'Alain Souchon, mais il l'a fait sans Laurent. C'est quand même assez fou. Voilà. Voilà. Donc, en chanson française, il y a Alain Souchon. Encore un autre Français, moi, qui m'a vraiment, bluffé, mais là, on est dans un autre style, c'est Eddie de Préto. Oui. L'album d'Eddie de Préto, c'est absolument sidérant. La maturité des textes et la facilité avec laquelle ce garçon se produit sur scène. Je l'ai vu 2 fois. Et là, je dois dire que ça, c'est une grande claque. Maintenant, dans les grands classiques un peu plus, on va dire, rock, bref, il y a Nirvana, ça, c'est absolument incontournable. C'est peut-être le dernier grand album de rock, c'est la déferlante Smell Like Teen Spirit, c'est Kurt Cobain. Ça, c'est quelque chose... À cette époque-là, parce que c'est même passé sur Bel RTL, Smell Like Teen Spirit. Pourtant, on n'est pas une radio de rock, mais ça a été une déferlante, on ne se rend pas compte aujourd'hui. Et quand on réécoute cet album, on se dit qu'il avait tapé vraiment dans le mille. C'est un album absolument incontournable. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les années... si on veut aller dans un autre site, parce qu'on pourrait parler des Red Hot Chili Peppers, on pourrait parler de Metallica, de Guns N' Roses, etc. Tu parlais d'Amy Winehouse tout à l'heure. Il y a Amy Winehouse. Ça, c'est pour moi le dernier grand album de soul music. Et un des plus grands albums de soul music de ces 50 dernières années. C'est la soul comme on n'en faisait plus d'ailleurs. Parce que la soul a été mêlée avec le R&B et avec toute la culture hip-hop, et on s'est un peu perdu là-dedans. Pas perdu, mais avec les techniques de sampling, on pouvait sampler tout et n'importe quoi. De Diana Ross à Marvin Gaye, on samplait du Stevie Wonder, et on vous ajoutait des beats et des DJ, etc., etc. Il y a eu des très très belles choses, mais il y a eu des choses un peu moins intéressantes. Donc voilà, j'en ai eu combien là? T'en as eu 4 là, Serge. 4 sur 5. Tu nous en trouves un petit dernier? Allez, un petit dernier. Est-ce que tu es friand je vais peut-être t'aider. Est-ce que tu écoutes du rap? Oui. Enfin, tu dois avoir tes oreilles bien ouvertes, mais est-ce que tu es friand? Est-ce que tu es auditeur très attentif et passionné? Oui, parce que par la force des choses, donc mes enfants m'ont fait écouter plein de choses. Ma fille, sa première idole, c'était MC Solar.
Et la première idole de mon fils, c'était les Red Hot Chili Peppers, d'ailleurs. Et puis, ça a été tout de suite le rap, le Wu-Tang Clan, et tous ces trucs-là. Mais dans cette galaxie-là, je le dis souvent, et pour moi, il y a un album. J'ai toujours dit, mon groupe favori, c'est Led Zeppelin, et j'ai toujours dit, les Led Zeppelin du rap, c'est les Beastie Boys. Et les Beastie Boys ont sorti un album absolument invraisemblable, qui est un peu l'école du sampling, parce que quand on voit la culture musicale que ces trois gaillards avaient, c'est Paul's Boutique. Paul's Boutique, le deuxième album, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il faut réécouter ça, réécouter encore, parce que ça, c'est vraiment le Graal. Hein, vraiment, ça, c'est quand on dit dans le rock, il y a tel groupe, les Beastie Boys, c'est intouchable. Hein, ça, pour moi, c'est vraiment intouchable. Voilà, comme ça, je crois qu'on a les 5. 5 sur 5, merci. Voilà. Et tu l'as évoqué brièvement en début d'émission. Si tu devais citer 3 artistes qui t'ont marqué au niveau de tes rencontres, mais négativement, donc des artistes qui t'ont un peu... Mais ça, c'est pas sympa. Voilà. Bah oui, peut-être ceux parce qui que parfois, sont il faut bien morts. des questions pas sympas. Non, c'est pas sympa, parce que bon, évidemment, on est marqué de près ou de loin par des artistes... quand vous avez la chance de rencontrer Paul McCartney ou Jimmy Page, Zucchero, enfin tous les artistes internationaux en général sont assez, je dirais, impressionnants. Sting ou même Mylène Farmer, par exemple, qui, contrairement à ce qu'on raconte, n'est absolument pas imbuvable. C'est une femme absolument charmante, et qui est très très intéressante d'ailleurs, qui ne donne malheureusement pas beaucoup de détails sur sa vie, et c'est un peu dommage, mais en même temps c'est ce qui fait son charme. Alors maintenant, ceux qui sont un peu moins intéressants, je vais pas dire, parce que on ne déteste pas fondamentalement un artiste. Ce sont des gens qui, plus que jamais, par les temps qui courent, ont besoin d'être soutenus, d'être entendus, d'être écoutés. Ce sont des gens qui sont forcés de ne rien faire, parfois. Maintenant, il y a des artistes, je vais dire, allez, quelqu'un... En fait, j'en ai pas vraiment que je déteste. Il y en a qui sont plus difficiles d'accès, parce que... Mais pas que tu détestes. Mais qui t'ont déçu, voilà, par qui t'ont exemple. déçu par leur comportement, par exemple. Où tu t'es dit, je m'attendais à une belle grande interview, une belle rencontre, et finalement, c'était plat, en fait. C'était pas à la hauteur. En général, les interviews pas à la hauteur ou plates sont souvent des interviews de jeunes artistes débutants qui ne maîtrisent pas bien les codes de la radio. Mais au fil des années, ils s'améliorent. Je prends un exemple, le petit Kenji, là. Moi, j'adore ce garçon. Mais la première fois que j'ai rencontré, ce type n'avait strictement rien à dire parce qu'il était complètement perdu. Et donc, ça s'apprend. C'est vraiment des choses qui... Voilà. Ou alors, tous les candidats de télé-réalité, parfois, vous avez des choses absolument... Les télécrochets, tu veux dire. Les télécrochets, etc. Ou alors, il y a des artistes dont on sait pertinemment bien qu'ils ne feront jamais carrière parce qu'on ne voit pas, où ils veulent aller. Voilà, on ne voit pas où ils veulent aller. Ce que tu dis est intéressant parce que tu dis ça s'apprend, répondre en interview, etc. Est-ce que c'était le cas il y a 30 ans? Est-ce que tu as l'impression qu'ils avaient un langage de communicants, en fait qu'ils en avaient déjà un à l'époque? Non, c'était beaucoup plus relax, c'était beaucoup plus à la bonne franquette. Et on s'appelle Johnny et on parlait avec Johnny Hallyday. C'était à la bonne franquette. C'était vraiment à la bonne franquette. Aujourd'hui, tout est formaté, bien évidemment. Bien sûr que il y a toujours de la com et du marketing. Il y en a toujours eu. Hein. Les Beatles, c'était aussi du marketing, qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Mais par exemple, je prends un exemple. Sur Métropole à Charleroi, on est en 1981, et donc parce que les maisons de disques à l'époque commençaient aussi à s'intéresser au phénomène des radios libres, ça marchait bien, etc. Et donc, Nicky Deneve, qui travaillait à l'époque chez Sony, m'appelle un jour et dit, écoute, on va signer un nouvel artiste, est-ce que vous faites des interviews à la radio, je viendrai bien avec lui, etc. Je dis, oui, pourquoi pas, donc justement, ça fait du contenu, etc. etc. Et elle arrive avec un jeune gamin qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Et Goldman... timide, c'est incroyable, quoi. Et en l'espace de 3-4 ans, il a appris le métier. Bon, il avait déjà, et Jean-Jacques a toujours été quelqu'un avec un naturel fort réservé, fort timide. C'est marrant, mais il détestait la scène. Hein. Oui. Ce type a fait 10 fois Forêt Nationale d'affilée. Je vais dire que il avait un trac maladif. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles parce qu'il détestait les tournées. En fait, c'est assez incroyable. Mais il y a beaucoup d'artistes comme ça, on se rend pas compte, mais qui sont sujets c'est pas du trac, hein, c'est presque psychosomatique, quoi. Vraiment, il détestait ça, quoi. Et donc, je crois que je ne sais pas s'il reviendra. Je ne le crois pas s'il a fait le choix de. Mais comme quoi, il y a des artistes qui... Parce qu'à un moment donné, après cette première interview, on se dit, bon, ouais,
T'avais pas senti le potentiel, là? Là, non, parce que, bon, je crois que d'ailleurs, c'était sa toute première interview sur une radio belge, je crois, je m'avance, là, je ne sais plus. Et on s'est dit, bon, voilà, on verra, parce que, avec, à l'époque de Il suffira d'un signe, personne n'aurait pu prévoir qu'il y aurait eu, après, La musique est bonne, Je te donne, Entre gris et gris foncé, La chanson pour les pieds, l'orchestre de Moscou, là, les chœurs de l'armée rouge, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Il a fait une trajectoire absolument incroyable. En l'espace de 3 ans, parce que je l'ai revu au Midem, c'était en 1985, à l'époque de Non homologué. Et là, il avait déjà changé. Il avait pris conscience que son public n'était pas seulement des petits gamins, des gamines, etc. Goldman, ça a été le grand frère pour toute une génération. Et donc, il s'adressait avec des termes de cette génération-là. Et Goldman, quand il dit « je t'aime », il ne le dit pas de la même façon que Michel Thor ou Michel Delpech dans les années 70. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Pour terminer, Serge, mais terminer le plus tard possible, hein, quand même. Le plus tard possible, parce qu'en plus, on sent que, évidemment, tu as toujours la flamme. Mais est-ce que c'est un sujet tabou pour toi que d'évoquer peut-être ton probable peut-être départ de Ballertel à un moment donné? Non, pas du tout. Non, c'est-à-dire que bon... Tu t'y vas encore pendant combien d'années? Et tant mieux pour les auditeurs, d'ailleurs. Je dis, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Écoutez, Philippe Bouvard, il fait encore de la radio, il a 90, je ne sais pas combien. Ouais. Je ne dis pas que je vais aller jusque-là. Tant que j'ai, disons, la santé, l'envie de continuer, et que cette envie est réciproque de la part de votre employeur aussi, donc les envies se rencontrent, tant qu'on peut le faire, on peut le faire. Mais comme je dis, nul n'est indispensable, nul n'est éternel, et je ne saurais pas répondre à cette question-là. Et tant que je peux le faire, je le fais. Voilà. Et des Serge Jonker, il n'y en a toujours pas deux. Hein, donc voilà. Je termine avec une dernière question quand même, Serge, parce qu'il y a quand même des artistes, j'imagine, un artiste que tu rêves toujours de rencontrer, que tu n'as pas encore eu l'occasion de rencontrer. Là, vas-y, j'exauce ton vœu dans la seconde. Il y en a beaucoup, hein, parce que faut rencontrer. Mais en fait, il y a des artistes qu'on rencontre de façon parfois furtive. Par exemple, Prince, Michael Jackson, on peut pas appeler ça des rencontres. Hein. Oui, là, je vais pas pouvoir te les amener ici. Non, ça, non. Mais non, je pense à ça parce que une fois que vous avez rencontré Paul McCartney, je vais dire, vous n'avez pas, je sais pas si c'est le rêve d'une vie, mais quand vous vous retrouvez devant ce gars-là, vous vous dites, c'est quand même le type qui a écrit la bande originale de ma vie. Et donc... voilà, c'est McCartney, quoi. Il y a pas, voilà, vous ne trouverez pas un journaliste sur cette terre qui va dire que McCartney est un idiot et que tout ce qu'il fait, ça n'est plus intéressant, etc. Il est intéressant par ce qu'il a apporté au monde de la musique. Point bas. Maintenant, rencontrer, il y a Mylène Farmer, c'est fait. Sting, c'est fait. Voilà. Et pourtant, tu n'es pas blasé, c'est quand même magnifique. Mais non, parce que je dis, allez, quand on rencontre, même il y a des nouveaux artistes extrêmement intéressants, même si c'est pas le style de musique que vous appréciez au premier degré. Quelqu'un, je l'ai croisé une fois, mais j'aimerais bien une fois faire une émission avec ce gars. Bon, Springsteen, c'est fait, c'est Clapton. Pour moi, Eric Clapton, ça, c'est celui qui m'a fait aimer la guitare. Bon, après, j'ai aimé d'autres guitaristes, hein, notamment Page, mais Page, c'est fait aussi. Donc, toutes les... Clapton, je veux dire, c'était un des premiers guitar-héros dans l'histoire. Et quand vous avez la chance de rencontrer quelqu'un dont vous avez les posters dans votre chambre quand vous êtes ado, ça, c'est quand même extraordinaire. Moi, c'est marrant, parce que Jimmy Page, je l'ai rencontré 4 fois. Hein, je ne vais pas dire qu'on se connaît, mais bon, on sait qui on est, etc. Et donc, moi, j'avais les posters de ça dans ma chambre, et je dis, s'il y a un mec que j'ai envie de rencontrer plus tard, on ne sait pas, je ne savais même pas que j'allais faire de la radio, c'était lui. Eh ben, je vais dire, ça s'est fait. Joe Cocker, même chose. Il y a comme ça des gens, quand vous les rencontrez, vous vous dites, c'est quand même impressionnant, quoi. Ce sont quand même des gens que vous avez écouté quand vous étiez adolescent et qui sont toujours de ce monde. Et alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer à vos enfants. Moi, je suis allé une fois en 1997 à Forêt Nationale avec mon fils. C'était son premier concert, c'était un concert d'Aerosmith. Et lui, il aimait bien, etc. Et je lui dis, oui, mais moi, quand j'étais gamin, j'écoutais Aerosmith, parce que c'est un groupe qui a commencé en 1971. Alors il me regarde et il me dit, mais ils ont quel âge ? Parce qu'ils commençaient un peu à calculer. Oui, ils avaient entre 60 et 65 ans. Donc, ce sont des questions, disons, très, très, je veux dire, à la fois personnelles et en même temps... parce qu'il ne faut pas tomber dans l'admiration.
bête et idiote. C'est pas parce que vous êtes devant Paul McCartney qu'il faut commencer. Non, il faut y aller franco et savoir exactement, bien connaître son sujet. Bien sûr, un artiste, dès que vous lui parlez, il sent tout de suite si vous connaissez son œuvre, son travail, et si vous êtes fan ou pas. Voilà, ça c'est humain, je crois. Tous ces beaux récits, toutes ces belles histoires, toutes ces belles anecdotes, eh bien Serge vous les raconte tous les samedis sur Bel RTL. Voilà. Les Incontournables, c'est à 18h30 et puis en semaine dans l'émission de Dorothée au soir. Oui. Serge Jonkers, un tout grand merci de nous avoir accueillis ici à Bel RTL. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup Serge. Avec sudinfo.be, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale, passez en mode local. Passez en mode local. Passez en mode local. Passez en mode local. Passez en mode